de la Société française du cancer et nous organisons des webinars tous les mois. Pour vous prévenir déjà, le prochain webinar, le 27 mars, sera sur une thématique chirurgicale. On reviendra des thématiques directement oncologiques, sur la question du curage ganglionnaire, du curage accélère dans les cancers du sein, avec le professeur Jean-Marc Classe, qui discutera de cela. Vous pouvez faire partie de la SFC, adhérer à la SFC et être tenu au courant ainsi de nos différents webinars. Aujourd'hui, nous recevons Jeanne Muret, c'est la suite du précédent webinar de Marion Salou. Marion Salou avait abordé la question de l'impact environnemental des activités de recherche des chercheuses, et Jeanne va s'interroger sur le système de santé. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut passer dans l'introduction la problématique du changement climatique et de tout ce qui est de l'impact environnemental des activités humaines, mais il y a, à mon humble avis, une espèce de sentiment de dérogation qui existe en recherche, on en a parlé la dernière fois, qui existe aussi dans la santé, où si on débat avec certaines personnes, ils vont rapidement nous dire la santé, c'est plus important que tout, on a une dérogation, on a un droit à polluer que les autres n'ont pas. Et l'anecdote que je racontais la dernière fois, c'était oui, mais ça, si on demande à chacun trouve que son métier a droit à une dérogation. Et j'ai pu rencontrer des gros investisseurs banquiers qui disent « mais moi, je fais de l'investissement vert, donc j'ai le droit de prendre mon avion tous les mois pour aller en week-end quelque part en Europe ». Mais je pense qu'il y a quelque chose à explorer, et la première étape, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Les impacts ont des répercussions, les impacts environnementaux de nos activités ont des répercussions sur la santé, des répercussions nombreuses, variées. Ça va des maladies liées au climat directement, à la sécurité alimentaire, la qualité de l'air, la santé mentale aussi. Et tous ces risques pèsent sur le système de santé. Et l'un des risques, justement, c'est la résilience même de nos systèmes de santé, puisque, outre ces problèmes-là, il y a des éléments climatiques extrêmes qui viennent se surajouter sur des systèmes déjà saturés, qui les mettront encore plus à mal. Or, le système de santé par lui-même, avec ses 2,5 millions de professionnels, consomme des biens et consomme du budget carbone, émet du CO2, impacte l'environnement. Et à titre d'exemple, on verra ce que tu as comme chiffre, Jeanne, mais à ma connaissance, c'est à peu près 8% des émissions de CO2 en France pour le système de santé. Et ça, il faut voir les évaluations. Et on se retrouve dans une situation paradoxale avec le système de santé qui lui-même va contribuer à la dégradation finalement de la santé des populations qu'il est censé préserver, ce qui est quand même relativement problématique. Et ce qui fait qu'il faut probablement qu'on se pose des questions. Et à titre d'exemple, on a une simple responsabilité éthique, c'est que dans le serment d'Hippocrate, on doit avoir pour souci de préserver et de promouvoir la santé dans tous ces éléments. Et ne serait-ce que par cette phrase-là, il faut qu'on s'occupe de cela. Et la première étape, c'est de prendre conscience. Avant tout, c'est vraiment de prendre conscience de la situation. C'est en cela où il y a déjà une première avancée à faire, de participer à ce webinaire pour être déjà au courant de quel est l'état de la situation. C'est déjà un premier grand pas. Et ensuite, derrière, c'est de discuter, de savoir s'il y a des mesures qu'on pourrait prendre pour limiter notre impact. Excusez-moi pour cette longueur. Jeanne, qui est présente parmi nous, est médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. Elle est chef de service en anesthésie-réanimation douleur à l'Institut Curie à Paris. Elle est impliquée depuis longtemps, bien avant beaucoup d'entre nous, sur cette thématique. Je fais encore rentrer des gens. Sur cette thématique, puisqu'elle avait fondé et présidé le comité de développement durable de l'ASFA, la Société française d'anesthésie Réa, dès 2016, et elle est membre du comité de développement durable de la Société européenne d'anesthésie réanimation depuis 2022. Ça fait donc longtemps qu'elle participe à de nombreux congrès et de réunions pour diffuser la culture de développement durable, et c'est justement que j'ai été sensibilisé à ce genre de questions. Donc, je pense que Jeanne sera parfaitement appropriée pour introduire ce sujet-là et lancer le débat. Bien sûr, pour rappel, on va essayer peut-être de laisser toute la présentation de Jeanne, les 45 minutes,
d'emblée sans les questions. Notez vos questions, faites-les remonter dans la discussion, dans le chat. Et après, on aura un temps de discussion après. Avec Marion, on avait pris pas mal de temps. On avait laissé la porte ouverte, si vous voulez. Donc, on aura le temps de discuter après. Excuse-moi, Jeanne. Je te laisse la parole pour ta présentation. Merci beaucoup, Manuel. En fait, tu as presque tout dit, donc on peut passer à la discussion. Non. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. C'est très prestigieux, la Société française du cancer. Puis bon, je travaille à l'Institut Curie, donc voilà, je suis très proche sûrement de la plupart d'entre vous. Alors, je sais que vous avez eu déjà le topo de Marion Salou, que je connais bien, puisqu'elle fait partie de du même groupe que moi à l'Institut Curie, pour voilà, promouvoir un peu ces sujets. Mais je vais quand même refaire quelques grandes lignes, quelques introductions sur le sujet, même si tu l'as déjà fait, parce que parfois, voilà, c'est important de marteler ces choses-là. Donc, tout le monde maintenant a entendu parler de l'Anthropocène. Hein, c'est cette époque géologique dans laquelle les humains impactent leur environnement avec la pollution, la déforestation, la perte de la biodiversité. Donc, on voit, il y a beaucoup de publications sur ce sujet. Et ces caractéristiques, elles sont très importantes en termes de population, avec cette augmentation majeure de population. Hein. Là, on voit en 2000 7 millions, mais on parle de… Ah, je suis retournée en arrière. On parle de 12 millions en 2100. 12 milliards, pardon, voilà. Mais il y a aussi des choses intéressantes dans cette nouvelle ère, c'est qu'il y a une baisse de la pauvreté et puis une augmentation de l'espérance de vie. Mais bon, tout le reste, c'est négatif, puisqu'on utilise beaucoup plus d'énergie, d'eau, qu'on sacrifie des terres sauvages, on utilise des pesticides, on pêche beaucoup de poissons, les océans s'acidifient, le carbone s'accumule et enfin, les températures augmentent et la biodiversité s'effondre. Donc voilà dans quoi on est. Et le problème, c'est que tout ça, ça impacte notre santé directement. Et c'est une thématique, en fait, comme ça, quand on en parle, on a l'impression que c'est évident après tout ce que je vous ai montré là, mais en fait, c'est une thématique qui est vraiment très récente. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette image parce que c'était 2015, le Bourget, à la COP 21, et il y avait ces deux pauvres Anglais qui avaient leur carton, leur petit poster en carton et qui protestaient pour dire que les canicules, ça donnait des défaillances cardiaques, que la pollution de l'air, ça augmentait l'asthme et qu'il y avait plus de palud. Donc ça semble un peu ridicule, mais en fait, tout est parti de là. Et depuis, si vous regardez un petit peu toutes les publications qu'il y a eu sur le thème changement climatique et santé, donc c'est essentiellement le New England et le Lancet qui se sont vraiment appropriés ces thématiques avec des rubriques particulières. Donc on voit ici pour le New England, là on est en 2017, donc la pollution tue. Les feux de forêt, c'est de la fumée, on est en 2018. On commence à parler aussi de pathologies dont on n'avait jamais entendu parler avant. Là, le chronic kidney disease of unknown cause, c'est une insuffisance rénale terminale qui survient chez des agriculteurs d'Amérique latine et qui les tue très rapidement. Donc, on ne savait pas trop à quoi c'était dû, mais bon, maintenant, on commence à avoir des idées, probablement, et le réchauffement climatique et les pesticides. La canicule, heat stroke. La pollution qui a été étudiée dans 652 villes, ça c'est le premier papier vraiment qui a démontré qu'il y avait une relation entre la pollution et les maladies cardiovasculaires et respiratoires et la surmortalité en fait dans les pays développés. Les problématiques d'inondation, health and high water, ça c'était 2019 et puis on arrive en 2020 avec le Covid et là ça a été un coup de massue, ça a été peut-être un des moments où on a plus pris conscience de ça parce que maintenant c'est bien admis que le Covid c'est une maladie émergente due au changement climatique, à la perte de la biodiversité. Donc là il y a eu plein de papiers, je ne vous ai pas tous mis, mais donc ensuite, en 2020, les feux de forêt, je vous rappelle, aux États-Unis, ils ont été largement impactés par ces gros feux de forêt. On en a vécu aussi cet été. La pollution et le cœur, ça c'est un très intéressant revue générale de New England où on étudie toutes les pistes qui expliquent certaines pathologies cardiaques en relation avec la pollution, avec des très belles infographies. C'est une thématique nouvelle pour les cardiologues. La santé des enfants et la pollution, la santé des mères, des femmes enceintes et la pollution. Là encore, la chaleur, les maladies vectorielles avec le changement climatique,
Et puis, je voulais juste vous mettre ça parce que en réalité, hein, au congrès de l'ERTC de l'année dernière, de fin d'année, c'est quand même la première fois qu'on a réellement démontré que cancer du poumon et pollution, c'était le rôle des particules fines était démontré. Donc, il y a aussi dans le cancer, il commence à y avoir des choses qui sortent. Donc, on avait déjà quelques idées, mais bien entendu, on n'est pas de reste. Alors, il y a tout. Donc, je vous dis, là, c'est le New England, des merveilleuses infographies sur tous ces événements climatiques, que ce soit les événements climatiques, la canicule, la qualité de l'air, la nourriture, etc. Et tous les pathologies que ça peut entraîner. Hein. Manuel vous a dit, effectivement, il y a aussi toutes les pathologies psychiatriques aussi liées au déplacement des populations. Bon, les maladies vectorielles, on le sait. Et là, dans cette liste qui date de 2019, on peut rajouter le Covid. Ils ont fait la même chose pour les enfants, les femmes enceintes, avec toutes les conditions qui peuvent entraîner des pathologies chez ces populations. Et c'est très joli, allez voir le New England. Donc, ils ont fait cette rubrique spéciale. Vous cliquez sur la flèche et puis vous avez tous les organes qui s'affichent. Vous cliquez par exemple sur Neurologic Disease et vous avez les facteurs pathologiques et puis les articles en rapport. Sans oublier, Manuel l'a dit aussi, mais c'est très important et on l'a découvert aussi malheureusement pendant la crise Covid, c'est qu'il n'y a pas uniquement des atteintes sur la santé, mais aussi sur les systèmes de santé. Donc dans le Covid, on n'avait plus de gants, on n'avait plus de médicaments, on n'avait plus de blouses, on n'avait plus de matériel de dispositifs médicaux, etc. Mais il y a d'autres établissements qui ont été carrément détruits par des événements climatiques extrêmes ou alors des afflux de population qui ont fait que c'était un peu le cas pendant le Covid. Hein. On pouvait plus soigner parce qu'on avait trop de patients. Puis après, des problématiques de coûts et de santé publique. Mais tout ça, c'est tout à fait bien relayé dans ces publications. Et à ce sujet, il y avait aussi en 2019 ce très bel éditorial dans le New York Times avec le chef du service des urgences d'un hôpital en Caroline du Nord où, je vous rappelle, ils avaient eu des incendies extrêmement graves. Et voilà son hôpital tel qu'il l'a retrouvé. Et en fait, il expliquait que au cours de ses études médicales, on ne lui avait jamais expliqué qu'il allait un jour avoir à évacuer un hôpital en feu et transporter des femmes qui étaient sur le point d'accoucher au milieu des flammes, etc. Donc, c'est vraiment 2019. Hein. Donc là, on a quand même avancé depuis, bien que le Covid nous ait montré qu'on n'était pas du tout prêt à ce genre de situation. Et je vous ai mis cet article parce que Jérémy Guillenec, c'est un pharmacien. Donc, je vous dirai à la fin, mais je suis aussi responsable pédagogique d'un DU en développement durable en santé. Et c'était un de nos étudiants il y a 2 ans. Et donc, il travaille dans une unité à Poitiers du CNRS qui travaille justement sur l'adaptation des systèmes de santé au changement climatique. Donc, c'est une nouvelle unité qui vient d'être créée. Donc, vous voyez, il y a plein de sujets de recherche sur ces questions. Et vous voyez, il a répertorié les événements climatiques, les feux de forêt, les inondations, les sécheresses, les canicules. Et puis là, cet exemple-là, c'est les ouragans. Avec qu'est-ce qui peut se passer? Les routes peuvent être coupées, les patients peuvent affluer, il peut y avoir le staff qui ne vient pas parce qu'il ne peut pas arriver parce que les routes sont coupées, il peut y avoir plus de médicaments, il peut y avoir plus d'électricité, etc. Et donc ça, c'est une méthodologie particulière, hein, ça s'appelle des diagrammes d'Ishikawa. Bon, j'y connais rien, mais j'ai lu le papier. Mais enfin bon, voilà, c'est une méthodologie qui permet de répertorier toutes les problématiques qu'on peut avoir et des solutions qui peuvent être apportées et comment on s'y prépare. Donc voilà à quoi travaillent en fait certains de nos collègues à l'heure actuelle. Et je pense que c'est hyper important, un, d'en prendre conscience et deux, de se préparer. Alors, le Lancet, il n'est pas de reste, hein, puisque lui, depuis 2015 aussi, donc vous voyez, tout ça, ça a démarré après le tournant de 2010. Eux, ils ont carrément une revue qu'ils font tous les ans, qui s'appelle le Lancet Countdown on Health and Climate Change. Donc, c'est assez angoissant hein, comme titre, le compte à rebours du changement climatique et santé. Et c'est un collectif d'une cinquantaine d'académiques, de laboratoires, de médecins, etc., qui travaillent tous ensemble et qui suivent une quarantaine d'indicateurs
en termes de changement climatique et santé. Et donc, tous les ans, vous voyez, depuis 2015, ils sortent un rapport du Lancet Countdown. Ça sort vers la fin de l'année. Donc, souvent, maintenant, la presse en parle. Et il leur donne un titre. Donc, vous voyez, celui de 2020, c'était Responding to Converging Crisis. Donc, en fait, il faisait une correspondance entre la crise du Covid, la crise sanitaire, et la crise climatique, puisque on avait compris qu'il commençait à se passer des choses. Donc, c'était les crises convergentes. L'année en 2021, donc ils ont dit Code Red for a Healthy Future. Donc, comme en maternité, là, quand il faut faire la césarienne en urgence parce que le bébé ne va pas bien. Donc, code rouge pour un futur en meilleure santé. Donc, c'est vraiment qu'on arrive à une limite voilà, une limite qu'il ne faut pas franchir. Et cette année, donc, ils ont plutôt centré ça sur le problème des énergies fossiles. Donc, la santé à la merci des énergies fossiles. Et pourquoi? Donc, cette diapo est un peu chargée, mais en gros, leur idée, c'est que plus il y a d'événements climatiques, plus on dépend des combustibles fossiles et que les combustibles fossiles nuisent à la santé, que en plus, c'est des marchés qui sont volatiles, imprévisibles et que ça vraiment, quand on ne peut pas s'approvisionner, ça a une incidence sur la santé et le bien-être des populations. Que d'autre part, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à l'énergie nécessaire pour se chauffer l'hiver ou pour se rafraîchir l'été ou pour même avoir un frigo. Donc ça impacte la santé des populations. Et qu'il y a aussi des pays à faible revenu qui n'ont toujours pas d'électricité dans leurs établissements de santé. Et puis, qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, de tout miser sur les énergies fossiles, c'est un vrai problème de santé publique parce que si on avait recours à des énergies renouvelables, on pourrait peut-être régler un certain nombre de problèmes et surtout pas dépendre comme ça de ces marchés. Vous avez bien vu ce qui s'est passé pendant l'hiver, voilà, qui montent et qui descendent et qui sont complètement imprévisibles. Donc, voilà. Après, ils ont quand même une petite note positive à la fin. Donc, ils mettent toujours un truc un peu positif. Et surtout, il y a eu un papier qui est sorti. Là, ils ont carrément lancé une revue qui s'appelle Lancet Planetary Health. Donc, en 2023, il y a cette étude. C'est des Anglais qui ont fait une espèce de prévision sur ce qu'on pourrait faire pour baisser nos émissions de CO2, etc. Alors, il y a le truc balancé, pas trop important. Par exemple, il faudrait ajouter 3 milliards de kilomètres de marche à pied voilà, dans leur population. Alors, après, il y a le pathway un peu plus énergique. Là, c'est 7 milliards. Donc, voilà. Alors, après, il y a des choses à suivre, des marqueurs. Et donc, ils ont fait plein de calculs. Et pour vous la faire courte, entre 2021 et 2100, si on fait toutes leurs actions là, qui concernent l'énergie, la marche à pied, moins de viande rouge, etc., eh bien, on pourrait économiser 13 milliards 725 je m'y perds, 13 millions d'années de vie. Voilà. Donc, c'est un calcul, vous allez me dire, c'est un peu absurde, mais c'est vrai que quand on voit ce genre de choses et que quand on est dans nos hôpitaux et qu'on, parfois, sur nos patients, on en est à se demander si on peut les améliorer pendant 2 mois, 3 mois. Là, on en est à 13 millions d'années de vie chez des personnes en faisant des choses qui ne sont pas non plus extraordinaires. Donc ça, c'est quand même assez positif parce que je pense qu'en voulant, on peut quand même y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter le réchauffement et donc les fameux accords de Paris, réduire de 40% les émissions de CO2. Donc depuis, il y a eu plein de COP qui répètent toujours la même chose, mais bon, parfois c'est un peu compliqué. Et alors, Manuel l'a dit, notre problème à nous, c'est qu'en tant que système de santé, on est là pour soigner les gens, mais en même temps, on les rend malades, puisqu'on participe à ces émissions de CO2, et pas que, parce que vous allez voir qu'on se concentre beaucoup sur le CO2, mais qu'il y a d'autres formes de pollution. Et on voit ici que quand on regarde tous les systèmes de santé et leurs émissions de CO2 par rapport à leurs émissions totales, eh ben, on est, bon, alors à l'époque, c'était 2014, c'était 5 à 10% des émissions.
avec les États-Unis qui sont plutôt autour de 10%, même vous voyez ici c'est 8, mais c'est plutôt 10 maintenant. La France, c'était 6, mais ça serait plutôt 8, etc. Et les pays de l'OCDE sont autour de 6-7. Et là, c'est la même chose, mais exprimé en termes de part des dépenses de santé dans le PIB. Et c'est bien clair, en réalité, que quand on a, par exemple, les États-Unis qui ont 17% de leur PIB qui est consacré à la santé, il y a quand même des émissions de CO2 et de la pollution qui va avec. Donc, on voit ici les pays de l'OCDE à 8,8 et puis, bon, la France un peu plus. Donc, on pollue même beaucoup. Et comme l'a dit Manuel, jusqu'à présent, on se disait, de toute façon, c'est pour soigner les personnes, donc ce n'est pas la peine de s'en préoccuper. Alors, c'est en train de changer, hein, donc il y a de plus en plus de pays, puis voilà, de personnel de santé qui se préoccupent de ça. Et comme a dû vous l'expliquer Marion, hein, on fait des bilans carbone des systèmes de santé, des hôpitaux, des cliniques, de tout ce que vous voulez. Et dans ces bilans carbone, il y a un scope 1, scope 2, scope 3. Le scope 1, c'est vraiment les émissions directes. Alors, c'est par exemple l'essence qu'on va mettre dans les ambulances qui circulent dans l'hôpital quand c'est pavillonnaire ou les gaz anesthésiques, hein, puisque les gaz anesthésiques, c'est du CO2. En fait, c'est des gaz à effet de serre directs. Donc, il y a très peu de choses qui rentrent dans le scope 1. Le scope 2, c'est l'électricité qu'on utilise pour faire marcher nos appareils, nos appareils de radiologie, voilà, tout ce qu'on utilise à l'hôpital. Et puis le scope 3, alors la taille des ronds, c'est proportionnel. Hein, donc le scope 3 qui est le plus important, mais il y a tout le reste. Donc il y a les dispositifs médicaux, les déchets qu'on produit, les médicaments qu'on achète, et aussi tout ce qui est technologie de l'information, tout ce qu'on utilise comme ordinateur, logiciel, messagerie, etc. Et donc, quand on regarde à l'échelle, par exemple, de la France, alors ça, c'est un travail qui a été fait par le Shift. Donc, le Shift, c'est le think tank de Jean Covici, vous en avez tous entendu parler, donc qui a fait tout ce travail Décarbonons la France dans tous les secteurs, et dans la santé, il l'a fait aussi. Et donc, il a calculé que la santé en France représentait 46 millions de tonnes de CO2 et 8% du total national, ce qu'a dit Manuel, effectivement, c'est un peu ce qui était aussi sorti des études précédentes. Et on voit que maintenant, vous savez, le scope 1, c'est le jaune clair, là, c'est 10%. Le scope 2, il y a 3%, hein, la consommation d'électricité, mais ce qui est vraiment massif, c'est le scope 3, donc tout le reste. Et en particulier, ici, on voit les achats de médicaments et les achats de dispositifs médicaux qui, à eux deux, représentent quasiment 50% de ces émissions. Alors, il y a plein de réserves sur ce calcul, mais bon, en gros, il faut dire que c'est un peu ce qui est retrouvé aussi par exemple, ici, les Anglais, hein, dans leur système de santé. Donc, ils ont, pareil, vous voyez, les médicaments, les équipements médicaux, c'est une grosse moitié. Et puis, le reste, voilà, occupe les 100% de leur bilan carbone. Et pour les États-Unis, alors je n'ai pas le détail, et c'est un travail qui est un peu ancien, mais on voit aussi que ici, on arrive à 10% des émissions globales de CO2 hein, pour le système de santé américain. Donc, c'est un peu ce qu'on avait en tête, c'est peut-être un peu plus actuellement. Donc, on est pour les pays développés, voilà, entre 6 et 10%, on va dire, de CO2 émis qui provient des systèmes de santé. Ce qui est intéressant aussi, et ça c'est un indicateur qui vient du Lancet Countdown, c'est que ici, vous avez représenté les émissions de CO2 par habitant. Donc, on voit que les États-Unis, ils ont énormément ils ont plus de 1500 kg CO2 équivalent par habitant en relation avec les dépenses de santé. Hein. Et là, vous avez l'espérance de vie. On voit que ce n'est pas corrélé, hein, que les États-Unis dépensent beaucoup pour une espérance de vie qui est comme celle des Mexicains ou des Brésiliens qui dépensent beaucoup moins. Et que là, on a les pays européens qui ont des dépenses par habitant qui sont quand même moins considérables avec une meilleure espérance de vie. Donc, on voit là qu'il y a quand même un truc peut-être à faire parce que ce n'est pas forcément parce qu'on dépense beaucoup d'argent et qu'on met plein de CO2 dans la nature que notre population va se porter mieux, voire le contraire.
Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a cette espèce de carbone tunnel vision, c'est que tout le monde parle que du CO2. Hein. Le Shift Project, d'ailleurs, ils ont fait leur rapport sur la décarbonation des systèmes de santé, mais c'était uniquement le CO2. Ils n'ont pas été chercher autre chose. Et en fait, il y a aussi d'autres choses. Il y a les émissions de particules fines, l'eutrophication, l'acidification des océans, les autres polluants, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on peut prendre en considération quand on analyse l'impact environnemental des systèmes de santé. Et donc là, ça a été fait, ça c'est aux États-Unis, mais c'est à peu près pareil pour les pays de l'OCDE. Hein. Ils ont analysé, donc là c'est le bilan carbone en kilos équivalent CO2, mais vous voyez qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais le potentiel d'acidification, l'émission de particules fines, l'eutrophication, etc. Donc il y a d'autres paramètres qu'ils ont mesurés. Et on voit une proportion importante liée aux dépenses de santé de ces paramètres environnementaux, enfin de pollution environnementale et en relation avec les systèmes de santé. Et pour les pays de l'OCDE, tous ces critères, ils sont aussi à 10%. Donc, il n'y a pas que le CO2, mais bon, par rapidité, puis souvent parce qu'on ne connaît pas, on parle que du CO2. Mais il faut savoir que ce n'est pas que ça. Et là aussi, c'est un travail beaucoup plus récent, mais on voit, pareil, ce que je vous ai dit, l'eutrophication, les émissions de particules fines, l'acidification. Là, il y a évidemment les gaz à effet de serre, donc le CO2, et c'est dans le système de santé américain. Et là, ils ont regardé quelle était la part des hôpitaux, quelle était la part des autres systèmes, que ce soit les cliniques, etc., quelle était la part. Voilà, il y a différentes catégories qui sont analysées, mais on voit que il n'y a pas que les émissions de CO2. En fait, les émissions de CO2, c'est vraiment un petit bout de la lorgnette quand on analyse l'impact environnemental des systèmes de santé. Et alors là, je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est aussi très intéressant. Donc là, on parle de particules fines, d'émissions de particules fines. Et on voit ici, c'est les dépenses pour la santé par habitant. Alors ici, le plus grand, c'est les États-Unis. Donc on voit les grandes dépenses de santé et puis pas mal de particules fines. Ça, c'est tous les pays occidentaux. Avec là, c'est l'Australie. Donc l'Australie, elle se caractérise par un recours aux énergies carbone massif. Hein, ils n'ont que du charbon. Donc, tout ce qu'ils font, forcément, ils ont plus de CO2, plus de particules fines, etc. parce que toute leur énergie est carbonée. Et là, c'est les pays qui sont les pays à moyenne ou faible revenu, hein, Équateur, Kenya, Philippines, Indonésie, etc. Donc, on voit qu'eux, ils ne dépensent pas beaucoup, mais ils n'émettent pas beaucoup de particules fines. Si on regarde le graphe du dessous, c'est l'intensité de ces particules fines. Alors, on parle d'intensité carbone, et c'est un peu le même concept, mais là, je vous parle d'intensité particules fines. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est combien il va y avoir de particules fines qui vont être libérées par dollar dépensé. Et là, on voit qu'ils dépensent beaucoup de dollars, mais qu'il n'y a pas tant d'émissions de particules fines en relation avec cette dépense. Et c'est tout le contraire pour les pays, on va dire, plus pauvres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ici, ces pays-là, ils dépensent très peu et ils émettent en fait assez peu. Mais quand ils vont dépenser beaucoup, leurs émissions vont être décuplées. Pourquoi? Parce que leurs systèmes sont complètement catastrophiques. Ils n'ont pas d'isolation des bâtiments, ils brûlent les déchets à l'extérieur ou ils les enfouissent. Donc tout est à refaire et tout est à commencer. Donc il y a un gros sujet sur la prise en charge de ça, des pays à faible revenu, parce que pour eux, la transition vers une santé plus durable, etc., ça va être un gros travail parce qu'il va falloir d'abord améliorer l'efficacité de tout leur système d'approvisionnement, donc l'énergie, les bâtiments, les transports, etc. Il va falloir décarboner toutes leurs entreprises avant de s'attaquer à la santé parce que tout sera dépendant et qu'à chaque fois qu'on essaiera de faire quelque chose ou qu'ils essaieront d'améliorer leur état de leur système de santé, on aura des émissions qui seront décuplées.
Donc ça, c'est aussi, je pense, un concept intéressant à avoir en tête parce que c'est des populations qui sont très nombreuses et que le jour où ils vont se réveiller, ça va être catastrophique. Alors, maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'anesthésie-réanimation, puis je voudrais qu'on garde du temps surtout pour la discussion. Bon, pourquoi? D'abord parce que c'est ma spécialité, puis après parce que c'est quand même une des spécialités qui s'est intéressée il y a quand même assez longtemps à ces questions. J'ai une idée de pourquoi. Mais vous voyez ici, Anesthésie Analgesia, c'est une des revues les plus importantes en anesthésie. Et en 2012, ils avaient fait un numéro spécial Sustainable Anesthesia. Et ça, c'est pareil, c'est une autre revue canadienne, The Case for Greening Operating Rooms. Donc, dès 2012, vous voyez, ils étaient quand même capables d'aligner une dizaine de papiers sur le sujet. Ensuite, il y a eu plein d'autres publications. Voilà, je vous les passe rapidement. Pendant la crise Covid, on avait un peu de temps et on s'ennuyait un peu, donc on avait fait cette revue générale sur, sur le sujet dans l'anesthésie et la réanimation. Puis après aussi en raison du Covid, puisqu'il y avait quand même un impact environnemental majeur du Covid. Et puis avec la Société mondiale des anesthésistes, on a écrit aussi des principes de comment faire de l'anesthésie soutenable en 2021. Et donc, on avait édité plusieurs principes. Donc, on avait fait ça en collaboration avec pas mal d'anesthésistes dans tous les pays du monde. Donc, c'était quand même assez intéressant parce qu'on arrivait aux mêmes conclusions. Avec la SFAR, donc la Société française d'anesthésie et réanimation, on avait édité ce guide en 2017 et puis des fiches. Voilà, tout est accessible sur le site de la SFAR. Moi, j'ai quitté ce comité il y a 2 ans. Ils ont continué à faire plein de choses très intéressantes. Donc, voilà, je vous encourage à aller voir. Et si je vous disais pourquoi, donc, à mon avis, est-ce que l'anesthésie s'est intéressée à tout ça? C'est parce que on est un milieu quand même assez technologique avec plein d'appareils, plein de dispositifs, plein de choses, plein d'électricité, plein d'objets, et que on peut appliquer facilement les principes. Quand on veut diminuer ses déchets, on dit qu'il faut réduire, réutiliser et recycler. Et puis, cet auteur-là, Kagoma, en 2012, donc déjà, il avait ajouté repenser et faire de la recherche. Et je pense qu'en anesthésie-réanimation, ça s'y prêtait bien parce que il y a eu cette étude en 2017 qui montrait que, alors maintenant vous êtes des pros, scope 1, scope 2, scope 3, donc ils avaient fait le bilan carbone dans 3 blocs opératoires d'une intervention chirurgicale et ils avaient montré que, en gros, c'était 160 kilos équivalents par patient. Donc, c'était comme faire un Paris-Lyon-Paris en voiture par opération. Donc, vous voyez qu'il y avait quand même un fort impact. Et puis, voilà, il se passe plein de choses au bloc opératoire. On consomme de l'énergie, on consomme des gaz anesthésiques qui sont dans le scope 1. C'est un des rares trucs qui est dans le scope 1. On consomme plein de papier, des déchets, on achète plein de trucs, on consomme de l'eau, etc. Donc, ça a donné lieu à plein d'idées, de publications, de travaux. Et voilà, par exemple sur l'électricité, parce que les blocs opératoires sont fermés 40% du temps, donc pourquoi laisser tourner la ventilation ou le chauffage quand ils ne sont pas occupés? Pourquoi ne pas changer toutes les ampoules des cialytiques et mettre des LED? Vous voyez que ça dure plus longtemps, ça consomme moins. Les lavages des mains, on se lave tout le temps les mains. Quand on met des lavabos avec des détecteurs, on économise de l'eau. Maintenant, on se désinfecte les mains, Dieu merci, et on a aussi économisé des milliers de litres d'eau. Vous voyez, dans cet établissement, ils avaient considéré qu'avec la mise en place des gels hydroalcooliques, ils économisaient 930 000 litres d'eau par an. Le papier, on consomme beaucoup de papier dans un bloc, donc pourquoi imprimer autant? Pourquoi ne pas mettre des logiciels d'anesthésie qui permettent d'éviter d'imprimer les rapports d'anesthésie, etc. Donc tout ça, ça permet de réduire beaucoup la consommation. Puis on peut aussi recycler le papier. Il y a même des poubelles spéciales qui permettent de recycler les papiers confidentiels, puisqu'ici on ne peut pas s'empêcher d'imprimer. Et puis, il y a le gros sujet des déchets. Au bloc opératoire, on produit des tonnes de déchets. Alors, il y a les déchets dits municipaux, enfin ceux qu'on peut jeter dans n'importe quelle poubelle, et les déchets à risque infectieux. Et déjà, vous voyez, l'OMS disait que dans un bloc opératoire ou dans un hôpital même, il ne fallait pas avoir plus de 15% de déchets à risque infectieux. Et je vous rassure, dès qu'on faisait un audit il y a quelques années et encore peut-être maintenant, on trouvait plutôt 60% de déchets à risque infectieux. C'est des déchets, vous voyez, qui coûtent beaucoup plus cher, 1 200 € la tonne,
que les déchets, on va dire municipaux, c'est pas exactement comme ça qu'ils s'appellent, mais et leur impact carbone est beaucoup plus important parce qu'ils sont transportés dans des camions spéciaux, ils peuvent pas être compactés, etc. Bon, ils arrivent dans le même four, ils sont brûlés à la même température, mais on les paye beaucoup plus cher et ça impacte l'environnement. Donc l'idée, c'était de mieux trier. Donc on a beaucoup travaillé sur ces questions de tri des déchets et encore actuellement, donc à l'Institut Curie, on travaille sur ces questions, y compris dans les labos, parce qu'il y a aussi des déchets infectieux dans les labos. Et puis voilà, on essaie de mettre en place des règles qui seront appliquées dans tout l'hôpital. On peut recycler au bloc, hein, vous voyez là, c'était des câbles de bistouri qui contiennent du cuivre, des lames de laryngoscope, toutes sortes d'outils au bloc opératoire qu'on peut, si on est obligé de les jeter parce que c'est de l'usage unique, au moins on les recycle. Les pinces auto-suture des chirurgiens, les sachets en aluminium des fils, tout le verre médical qu'on utilise, les cartons, etc., petits et grands, et puis tous les plastiques, hein, toutes sortes de plastiques, on peut faire des œuvres d'art avec ça. Les bouteilles en plastique, etc. Donc tout ça, il y a eu plein d'établissements qui ont travaillé, qui ont montré qu'on a réussi à diminuer la part des dasseries, des déchets infectieux, que ça coûtait moins cher, qu'on diminuait le coût carbone. Là, c'est à l'Institut Curie, hein, les dasseries avant et après le tri, on avait baissé de façon importante les émissions de CO2 et puis on avait évidemment augmenté les émissions de CO2 liées aux autres déchets, mais de façon moindre par rapport à la baisse des dasseries. Ensuite, au bloc, vous utilisez souvent ce qu'on appelle des kits à usage unique, mais dans lesquels c'est des industriels qui vous mettent toutes sortes de choses dont vous n'avez peut-être pas besoin. Donc, on peut peut-être faire un peu mieux et retirer ce qui n'est pas nécessaire. Et parce que c'est des choses qui partent directement à la poubelle, donc on augmente en plus nos déchets. Donc, les lames de laryngoscope, au lieu de les jeter, on peut peut-être revenir aux lames de laryngoscope réutilisables. Donc, on avait fait un webinaire là-dessus il y a 2 ans et donc, à l'Institut Curie, voilà, on a acheté maintenant des lames de laryngoscope réutilisables et voilà, on va se débarrasser de tous ces lames qu'on jetait. On peut aussi travailler parce qu'au bloc opératoire, comme on a peur d'avoir des malades qui vont pas bien, on prépare toutes sortes de drogues tout le temps et qu'on jette. Donc, vous voyez, ça pourrait être ça, par exemple. Ça, c'était une étude américaine. Mais donc ça, c'est une grosse thématique parce que quand on jette des médicaments, ils vont dans les cours d'eau, ils polluent les cours d'eau, etc. Donc c'est quand même des pollutions importantes derrière. Donc il faut réfléchir à nos pratiques là aussi hein, pour diminuer notre impact. On pourrait aussi faire du reprocessing. Donc, le reprocessing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une méthodologie qui permet de transformer certains dispositifs à usage unique à usage multiple. Et donc, ça passe par du nettoyage, de la stérilisation, des tests, etc. Il y a des entreprises qui font ça. Et puis, c'est vendu moins cher. Et puis, ça peut être utilisé 1 fois, 2 fois, 3 fois et après être jeté, mais pas une seule fois comme c'est le cas actuellement. Et ça, c'est vraiment une piste d'avenir, sauf que c'est autorisé en Europe, mais que la France, jusqu'à présent, ne l'autorise pas. Donc, c'est tout un débat. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait eu des discussions dans les réseaux sociaux sur ce sujet. Donc, voilà, on espère que la réglementation va évoluer parce que ça pourrait quand même permettre d'avoir moins de déchets et puis de réutiliser des dispositifs, voilà, mais en suivant un processus quand même très strict. Alors, les gaz d'anesthésie, on en a beaucoup parlé parce que ces gaz, donc c'est des gaz à effet de serre. Et puis, il y en avait un, celui bleu, là, le desflurane, qui était 20 fois plus polluant que le CO2. Là, c'est le potentiel de réchauffement global à 100 ans. C'est en fait quel est le niveau de pollution, enfin d'émissions de CO2 par rapport au CO2. Le CO2, c'est 1 et donc ce gaz-là, c'est 2540. Donc vous imaginez. Et donc on a beaucoup travaillé. Ça, c'est l'Institut Curie. Et pardon, je ne vous ai pas dit, donc le protoxyde d'azote aussi, c'est un gaz qui, voilà, il est 300 fois plus polluant que le CO2 et on n'en avait plus vraiment besoin. Donc vous voyez ici qu'on a, hop, quasiment supprimé l'utilisation du protoxyde d'azote à l'Institut Curie, alors que l'activité ici en rouge augmentait. Et puis, on a aussi diminué, vraiment, maintenant, on a arrêté le desflurane, donc le gaz bleu qui était plus polluant. En quelques années, voilà, on est passé à 0. Et tout en n'augmentant pas tant que ça la consommation de l'eau de gaz, parce qu'on a revu nos pratiques, on a réfléchi, on a
On a remis en place des process, on a diminué les débits de gaz frais, etc. On a réfléchi et donc on a réussi à diminuer massivement voilà, de 73 tonnes équivalent CO2 par an nos émissions de CO2 liées au gaz. Donc ça, c'est un travail de Lyon. C'est juste pour vous montrer, ils ont éduqué, entre guillemets, 600 de leurs collègues à partir de 2018. Et là, c'est la baisse du desflurane. Ils ont refait une petite injection de rappel là en 2019. Et vous voyez qu'il n'y en a presque plus. Et le titre de leur papier, c'est ça, c'est que quand on éduque les gens, eh ben, ils font ce qu'il faut. Et ça, c'est un message plutôt d'espoir. Ils font ce qu'il faut pour réduire, voilà, pareil ici. Donc le desflurane qui a clairement qui s'est effondré à partir du moment où ils ont fait des formations sur le sujet. Donc, quand vous éduquez les gens, ils comprennent et ils font ce qu'il faut. Dernier petit truc avant qu'on ait le temps de discuter, donc toujours à l'Institut Curie, donc on a mis en place l'année dernière ce système de récupération des gaz parce que en fait les gaz qu'on n'utilisait pas, même si on en utilisait le moins possible, ils partaient dans l'atmosphère et donc maintenant on les recycle dans cette cartouche qui est retraitée et puis on fait une chromatographie, on extrait le gaz et on le purifie, on fait du reprocessing, hein, sauf que pour le moment on n'a pas le droit de l'utiliser en France, mais ça part en Allemagne. Et donc maintenant, non seulement, voilà, on a adopté tous ces éléments, on a réutilisé, recyclé, fait de la recherche. J'ai un interne qui a une licence de physique, qui est en train de faire sa thèse là-dessus, réduit, repensé, et on a réussi à baisser nos émissions de CO2. Alors là, c'est pour vous montrer j'aime bien cet article. C'est un collègue australien qui a fait, donc alors vous avez compris ce que c'est, les cycles de vie, les carbon footprint, quoi. On étudie des process et on regarde toutes les émissions qui sont liées à un process, etc. Donc ils font ça maintenant dans plein de spécialités. Alors je vous ai parlé que de l'anesthésie, mais maintenant ça se fait en chirurgie, en gynécologie, en ORL, en ophtalmo. Voilà, il y a plein de choses. Et j'ai quand même le regret de vous dire que j'ai cherché dans PubMed Sustainability and Cancer. Et puis je me suis dit, c'est peut-être que cancer, ça ne marche pas. J'ai fait Sustainability and Oncology. Alors j'ai trouvé Microenvironment, je ne sais pas quoi, enfin tout, plein de papiers, mais qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, évidemment. Donc il y a tout à faire dans votre domaine et dans votre spécialité, parce que pour le moment, il n'y a aucun papier qui ait étudié l'impact carbone de, je sais pas, telle chimiothérapie ou tel traitement versus un autre. Donc tout est à faire dans votre spécialité. Et donc c'est pour vous dire que là, l'illustration de, là c'était dans Anesthesiology, hein, l'autre grande revue d'anesthésie, et c'était une artiste hollandaise qui a eu un DIEP et elle a utilisé tout ce qui a été utilisé pour faire son DIEP. Là, vous voyez les casaques, les gants bleus, stériles, pas stériles, les cupules et tout ça. Elle a fait une œuvre d'art, quoi, parce que c'est une artiste. Et donc là, il y a sa cicatrice de DIEP. Et vous voyez, voilà tout ce qui a été utilisé pour single operation. Donc, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je vous passe les détails de son papier, c'était très intéressant. Donc, il comparait diverses techniques d'anesthésie, les émissions carbone, etc. Mais c'est l'avenir, hein. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des cycles de vie de telle ou telle stratégie et puis les incorporer dans nos choix. Parfois, quand on hésite entre deux stratégies, il faut aussi pas uniquement viser la qualité, le prix, mais aussi voilà, l'environnement. Alors, je vous ai mis cet édito du New England de l'année dernière parce que je pense qu'il résume tout. Et en gros, il dit que nous, en tant que médecins, on est en première ligne et c'est à nous de convaincre et nos gouvernements et nos collègues pour arriver à mettre en place un système de santé plus soutenable. Parce que nous, on est conscient aussi des problématiques de santé qui découlent de ce changement climatique auquel on fait face et que voilà, on est en première ligne et c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qu'il faut. Et puis, puisque je peux faire un petit peu de pub pour mon DU, là, donc le DU, c'est à Sorbonne Université. C'est un des seuls DU, il y en a deux en France, un à Montpellier et un nous, mais nous, on est plus santé. Donc voilà, développement durable en santé, c'est la 3e année qu'on le fait et c'est voilà, moi ça fait 3 ans que je le suis et c'est toujours aussi intéressant. Voilà, je vous remercie, puis je voudrais qu'on garde un peu de temps pour la discussion. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, Jeanne. C'était extrêmement intéressant. Ça m'étonne guère que tu aies rien trouvé sur PubMed parce que, comme je te le disais en off avant que ça commence à renouveler les portes,
Tu as l'impression que quand on discute avec tes collègues, soit on te regarde avec des grands yeux ronds, soit on est d'accord avec toi et on t'en parle comme si c'était un coming out, de dire bah oui, je suis sensible à ces problématiques-là et je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Ce qui est assez incroyable que ça soit aussi secret alors que c'est la thématique qui occupe tout, c'est le elephant in the room, et in the room, si je sais le prononcer un peu mieux, qui devrait faire partie de chacune de nos réflexions. Et je pense que la première étape, comme tu le disais, c'est la prise de conscience. Je pense qu'on n'est pas obligé de sortir de ce webinaire et de cette soirée en disant ça y est, on a toutes les solutions. Si on a déjà commencé à réfléchir, à comprendre ce qui se passe, on a déjà commencé un travail et sensibiliser autour de nous et on peut faire des choses. Et ça fait plusieurs années que tu es déjà sur cette thématique, c'est pour ça que vous avez des résultats. Je pense qu'il faut donc ne plus attendre pour s'y mettre, pour commencer à réfléchir. Je vais commencer peut-être par une question d'Enora. Donc, Enora, qui est chirurgienne à l'Institut Curie, qui posait la question: connaît-on le plus écologique entre les champs stériles à usage unique versus réutilisables et lavables? Ce qui est une question qui revient souvent, en fait, effectivement, parce que quand on veut réutiliser et laver, il faut donc consommer de l'eau, consommer de l'énergie aussi pour chauffer de l'eau. Et donc, on peut se poser la question de savoir, c'est typiquement l'exemple, c'était une problématique qu'on a vue il y a quelques mois, c'était l'année dernière, où il y a eu, je ne sais pas si c'était un lobby du pétrole ou pas, il y a eu toute une campagne de presse contre les tote bags, les sacs réutilisables, en disant les sacs plastiques sont plus écolos que les tote bags parce qu'ils sont faits en coton qui vient d'Afrique. Et donc, le coton qui vient d'Afrique, ça consomme du CO2, ça consomme de l'eau en Afrique. Et donc, il faudrait utiliser un tote bag pendant, je ne sais plus, 50 ans pour qu'il soit rentable par rapport à un sac plastique qui consomme que quelques grammes de pétrole. Et je trouvais que c'était une thématique intéressante, même si je trouvais ça un peu bizarre de l'aborder comme ça, mais je pense que c'est un peu ça que la question que posait Nora. Alors, sur les champs, il y a pas mal de travaux qui ont été faits, mais déjà un peu anciens. Mais à l'époque, c'était des travaux qui, en fait, cherchaient à savoir s'il valait mieux utiliser des draps ou enfin des champs réutilisables ou à usage unique en termes d'infection. Donc, c'est surtout ces études-là qu'on a. Et avec l'ASFAR, on a publié l'année dernière des RPP, alors non pas sur les champs, parce que justement, on n'avait pas trouvé assez d'éléments récents dans la littérature, mais sur l'habillage des personnels qui sont au bloc opératoire. Est-ce qu'il faut mettre des pyjamas en papier ou en tissu? Est-ce qu'il faut mettre des bonnets en papier ou en tissu? Est-ce qu'il faut mettre des surchaussures, ceci, cela? Donc ça, c'était assez intéressant. On a fait ça avec la SF2H, la Société française d'hygiène hospitalière. C'est un travail très sérieux et donc je le brandis à chaque fois que quelqu'un au bloc essaye de nous faire enlever nos chapeaux en tissu. Bon, après, il y a des contraintes, des réglementations, etc. qu'il faut respecter. Mais donc, en gros, il y a plein d'hôpitaux depuis ces RPP je vous rappelle qu'à la paix, ils étaient passés au pyjama en plastique, là, dans plein d'hôpitaux de la paix. Et il y a plein d'endroits où ils sont en train de faire machine arrière parce que il y a vraiment un impact important, puis surtout en termes de coûts, et puis ils se sont rendus compte aussi pendant le Covid qu'ils n'en avaient plus, etc., etc. Et donc, je sais qu'à Tenon, par exemple, là, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de Tenon, ils ont remis en circuit les pyjamas. Comme nous, on avait de la chance à Curie, on avait gardé nos pyjamas en tissu, mais voilà, il y avait plein d'établissements qui étaient passés au plastique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en termes, il faut penser aussi général, quoi, en termes d'emplois, par exemple, locaux. Les blanchisseries, par exemple, pour les hôpitaux, c'est des emplois locaux. Et il y avait une étude en Italie qui avait montré que ça pouvait générer un emploi pour 650 interventions. Donc, je ne sais pas si vous voyez, avec voilà, le problème. Bon, maintenant, il y en a moins de problèmes de chômage, mais il y a plein de pays voilà, qui achètent des draps et des champs en plastique qui viennent de Chine et ils pourraient remettre en place voilà, des trucs de proximité. Et sur le plan environnemental, je te dis, l'étude n'a pas encore été faite pour les champs, mais ça a été fait pour les tenues, ça a été fait. Enfin, il y a pas mal de publications qui sont en train de sortir, mais on a envie de dire, oui, après, c'est un cycle de vie. Il faut tout prendre en considération, les produits pour nettoyer les champs, les machines, l'électricité, le personnel, etc. Puis de l'autre côté, le matériel qui vient de Chine.
comment il est utilisé, comment il est jeté, comment il est transporté, etc. Il faut faire un cycle de vie, hein. Le cycle de vie, c'est un process industriel qui date des années 60. C'est Coca-Cola qui l'a inventé quand ils sont passés des bouteilles en verre aux bouteilles en alu. Et donc, ils avaient fait un cycle de vie. Alors, ce n'était pas du tout pour l'environnement, c'était pour le coût. Et ils avaient mis comment c'est fabriqué, comment c'est transporté, comment c'est distribué, comment c'est jeté, etc., comment c'est recyclé. Et ils avaient considéré qu'il valait mieux mettre des canettes en alu que des canettes, que des bouteilles de verre. Voilà. Mais donc, il faut faire la même chose pour toutes les questions qu'on se pose. Mais je ne peux pas encore répondre à cette question. Mais j'ai une idée de la réponse. Une question difficile, une question qu'on a déjà vue en fait la dernière fois avec Marion, c'était justement comment trouver de l'argent pour effectuer un bilan carbone à l'échelle d'un service, car il y a peu d'intérêt de la part de la direction. Est-ce que tu as des pistes? Je ne sais pas si tu as des solutions, mais est-ce que tu as des pistes au moins Alors, si vous êtes dans le public, il y a des pistes parce que, Et en fait, j'attends une seconde. S'il y a des gens qui veulent donner leur avis ou des pistes ou des idées qu'ils ont eux-mêmes, ils peuvent partager sur le chat aussi. Je t'en prie, Jeanne. donc dans le public, si j'ai bien compris, il y a une façon de faire parce qu'il y a plein d'argent normalement qui doit aller pour la formation, je ne sais pas quoi, et qu'on peut réutiliser cet argent pour faire des études, etc. Donc, a priori, dans le public, c'est plus facile. Après, il faut trouver des budgets parce qu'effectivement, c'est très cher de faire un bilan carbone. Il y a beaucoup maintenant de boîtes, de conseils qui se sont mises à faire ça. Nous, par exemple, à l'Institut Curie, on va avoir un financement pour 3 bilans carbone on va faire ça dans les soins. On va tester 3, ou du moins un pour commencer. Mais voilà. Donc, on a eu un petit budget pour ça. Mais c'est aussi, je crois que ce que tu disais, Manuel, c'est vrai, c'est que dans les appels à projets, maintenant, c'est une thématique qui ne sort pas du tout. Moi, j'avais essayé il y a 2-3 ans, j'avais envoyé pas un PHRC, mais l'équivalent, la médico-économique, là. Mais j'ai même pas passé le cap de la lettre d'intention. Ils n'ont même pas compris le sujet, quoi. Ils m'ont renvoyé le truc parce que j'avais mis médico-économique et environnemental. Bon, voilà, je voulais comparer, je ne sais même plus ce que je voulais faire, mais enfin bon, bref, j'ai jamais eu l'argent. Donc, il faut aussi que les gens, ils évoluent et qu'on puisse faire répondre à des appels à projets et qu'il y ait vraiment des financements pour ces sujets, quoi. Mais c'est difficile, mais je peux être dans le public. Si quelqu'un veut me laisser ses coordonnées, je vous dirai comment. Enfin, il y a une petite piste. Il y a plein d'établissements, du coup, qui ont réussi à faire ça à Nîmes, à l'assistance publique, etc., qui ont réussi à trouver des fonds pour ça. Mais ça ne marche pas pour nous. Peut-être. On reviendra après sur les DASRI, sur les questions sur les DASRI, mais là, il y a une question de Marie Sénéchal, qui est un peu la suite et qui n'est pas forcément facile. Comment peuvent se mobiliser les professionnels de santé à leur échelle et qu'est-ce que vous conseilleriez que conseilleriez-vous à des directions d'établissements de santé qui voudraient s'emparer de ce sujet? Par quoi commencer? Les directions de santé, elles s'en emparent de plus en plus parce que maintenant, avec la RSE qui devient obligatoire, donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, hein. Donc, c'est vraiment une instance qui se met en place et qui est en fait chargée d'évaluer le bilan non financier des entreprises. Donc, c'est tout ça. C'est qu'est-ce que déjà, il y a plein de lois aussi à appliquer. Je pense que les hôpitaux, ils commencent à s'y mettre. Ils mettent en place des comités, des commissions, des choses comme ça. Mais il y a certains établissements où ils n'ont pas beaucoup d'engouement, surtout de la part des professions médicales, hein. Les paramédicaux, ils sont beaucoup plus investis sur ces questions que nous. Et alors, par quoi commencer? D'abord, ça devient une obligation, hein, parce que je vais vous dire par quoi commencer, par diminuer la consommation d'énergie, hein, d'isoler les bâtiments, de travailler là-dessus, parce qu'on a bien vu avec la crise en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que le problème, c'est pas tout le monde s'est agité parce qu'on a dit on va payer plus cher l'énergie, comment les hôpitaux vont faire. Mais la première question, c'est comment réduire notre consommation. Et ça, les établissements de santé, grâce quelque part à à ce renchériment des prix, ils sont en train de tous s'agiter pour les isolations des bâtiments, pour savoir comment faire, pour faire les bilans qu'ils n'avaient pas fait, etc. Donc ça, parce que les déchets, tout le monde en parle, c'est vrai, mais en fait, vous avez bien vu dans les bilans carbone que j'ai présentés,
c'est pas les déchets qui sont le facteur le plus important d'émissions de CO2 ou autres des établissements de santé. C'est ce qui est le plus marquant, parce que quand on est dans un bloc opératoire, qu'on voit ces poubelles qui dégorgent de trucs, on se dit, mais comment c'est possible? Et puis, à la maison, on trie, pourquoi on ne trierait pas à l'hôpital? Donc, c'est ce qui frappe. Mais en réalité, quand on regarde les bilans carbone, ce qui est le plus impactant, c'est l'énergie, c'est les transports des patients. Et comme l'a dit Marion Salou, les transports des chercheurs en avion, c'était leur principale partie de leur bilan carbone dans les labos, c'est ça. Et à l'hôpital, c'est pareil, hein, d'autant plus que l'hôpital est isolé dans un coin où il n'y a pas trop de transport. Alors là, ils peuvent avoir même 30-40% d'émissions de CO2 liées au transport parce qu'il y a les patients, il y a les personnels, il y a la logistique et il y a les visiteurs. Et Donc, tu disais, les paramédicaux sont plus sensibles à ça? C'est ce ouais. que tu as observé ou c'est ce qui est rapporté dans les Alors, études? j'ai pas d'études là-dessus, mais Un sentiment en tout cas. enfin, moi, je trouve que, enfin, en tout cas, dans dans mon entourage particulier, bon, je trouve que bah, souvent les paramédicaux, ils sont assez sensibles à ces questions et voilà, et puis ils sont assez moteurs hein, dans les établissements qui ont mis en place des politiques Amiens. Nîmes, Monaco, tout ça. Souvent, c'est les paramédicaux qui sont assez moteurs dans ces sujets et qui, voilà. Mais bon, il y a Marie, quelques médecins quand même qui s'y mettent. Hein. Moi, j'ai raconté à Manuel, j'ai présenté à la CME là, il y a 2 ans un topo un peu comme ça, mais peut-être un peu différent déjà. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de médecins qui m'avaient rappelé après en me disant, enfin, qui étaient complètement horrifiés par ce que j'avais présenté, qui étaient allés lire les trucs du Lancet, du New England et tout ça, en fait, qui découvraient un sujet, quoi, qui m'avaient dit, mais c'est pas possible, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et je pense que ici comme ailleurs, quand même la direction, un peu frileusement peut-être au début, mais elle s'y est vraiment mise, elle a vraiment pris, elle a embauché un ingénieur environnemental. Elle a monté cette commission RSE. Voilà, ça se met quand même en place parce que bah, c'est des sujets qu'on va porter pendant les 50 prochaines années, quoi. Donc, c'est aussi voilà, des sujets qui se mettent en place tout doucement, quoi. je crois que tu as dit quelque chose qui était intéressant. C'était l'une des choses qui était intéressante là, c'était le choc de la compréhension de l'ouverture. Parce que moi, ça me rappelle régulièrement en fait le choc de l'annonce dans ma pratique d'oncologue médical, où parfois le patient qui tout d'un coup comprend la maladie qu'il a, tout d'un coup est pétrifié et sous le choc, n'endort plus parce que tout d'un coup ça se révèle, on l'a pris en charge pendant longtemps et c'est tout d'un coup un moment où il y a une prise de conscience et qui peut être très délétère parce que ça peut pétrifier les gens qui ne font plus rien et des patients comme ça qui perdent goût à tout. Et pourtant, c'est absolument nécessaire pour l'adhésion et pour justement être actif et pour lutter contre. Et ça revient à dire la première étape, c'est la prise de conscience. Le Marion nous parlait du collectif Labo 1.5 avec des méthodologies qui étaient développées justement. On parlait du prix, tu parlais des consultants dans ce domaine. Et il y a de plus en plus de méthodologies développées par les chercheurs pour calculer soi-même, justement, au sein d'une unité, l'impact CO2 et l'impact environnemental. Il y a des démarches pareilles à l'hôpital aussi ou... Parce que Alors, ça fait un peu peur. moi, je trouve que les chercheurs, moi, j'adore hein, Marion, son topo, je l'ai entendu 3 fois déjà, mais il n'y avait pas que elle, il y avait Maxime et tout ça. Ils sont tous dans le groupe Green Team Curie. Ce que je trouve génial, c'est ils ont pris le sujet comme ils traitent tous leurs sujets Exactement. scientifiquement. Ils ont pris ça à bras le corps. Ils ont fait des publications dans des grandes revues. Ils ont créé une chaire. Il y a une chaire au CNRS ou à l'INSERM, je ne sais plus, qui traite de ces questions. Ils ont fait de ce sujet un sujet scientifique. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais en médecine aussi, moi, je peux vous dire, là, j'ai 2 internes qui font leur thèse sur le sujet, donc celui dont je vous ai parlé et puis un autre. C'est vraiment des sujets déjà innovants. Moi, j'ai été jury dans une thèse, un type de Lariboisière, il a fait le bilan carbone des fibroscopes jetables versus les fibroscopes à usage unique. Mais le truc, il n'y avait qu'un article de publié dans la littérature et c'était un article qui avait été financé par la boîte qui fabrique les fibroscopes à usage unique. Donc, c'est un truc mais incroyable. Il a évidemment montré qu'il y a un cut-off hein, à 35 utilisations par an
quelqu'un me disait Enora parlait des champs, qu'il faut prendre en compte tout ça, etc. Donc là, effectivement, en dessous de 35, avec le coût de la désinfection du matériel, les produits chimiques qu'on utilise, etc., eh ben, déjà en coût économique, ça ne vaut pas le coup, mais en coût environnemental, c'est toujours bénéfique de faire du réutilisable. Mais en coût économique, c'était le cut-off, c'était 35 dans leur modèle, mais il a fait une étude extraordinaire et il a eu un prix du jury, je ne sais pas quoi, en anesthésie réanimation. Enfin, c'est pas. Donc, je vous dis, il y a des pistes, je pense, de travaux scientifiques pour les années à venir, surtout dans votre domaine où il n'y a vraiment rien. Alors là, vous partez de zéro. Hein. Pour ce qu'on se disait aussi en off avant que tu commences, c'est que ça va venir, c'est une évidence. Il va y avoir des travaux sur le sujet, il va y avoir, je suis même sûr qu'il y aura un moment ou un autre, ce sera dans les financements qu'on demandera pour de la recherche, pour des essais cliniques, il y aura des aspects environnementaux à prendre en compte et à développer. La seule question, c'est quand. Et donc, autant s'y mettre le plus tôt possible pour pouvoir s'adapter à ça. Et peut-être aussi que ça peut venir pour la pression sur les directions, sur les plus jeunes, les embauches les plus jeunes. On sait bien que c'est très dur dans les entreprises et à l'hôpital de réussir à motiver les plus jeunes à venir travailler dans ces grosses institutions. Et je pense que quand on voit passer des sondages dans les entreprises sur ce qu'ils veulent à l'embauche, le sens de leur travail devient plus important que finalement le salaire. Et justement, l'impact environnemental va arriver comme thématique, je pense. Donc, je pense que si on interroge justement tous ces gens qui commencent à travailler sur qu'est-ce qu'ils cherchent comme travail et quelles sont leurs attentes, je pense qu'aussi ça peut aider. C'est une piste comme ça qui me venait. Il y a pas mal de questions, et donc je vais enchaîner. Il y avait il y avait des remarques sur, alors une réponse à Julie Mondé de la part de Gauthier Lestrade, c'était pour le secteur privé, il existe le DIAG Décarbone Action, subventionné partiellement par l'ADEME et opéré par BPI France. Quelques critères à respecter pour être éligible avant tout et de type sirène de moins de 500 salariés n'ayant jamais réalisé un bilan carbone avant. Donc, chose technique, qui dépasse largement. Mais encore une fois, il ne faut pas en avoir peur et chacun dans cette équipe. Oui, il y a plein de choses. Il faut aller voir du côté de l'ADEME, de l'ANAP aussi. Par exemple, l'année dernière, ils ont mis en place des conseillers en transition énergétique et environnementale dans les hôpitaux. Il fallait faire des dossiers, etc. Donc, il y a quand même plein d'initiatives de tous ces organismes publics. Après, il faut prendre le temps de se pencher là-dessus et de travailler. Mais je pense que les directions, elles sont de plus en plus au courant de ces sujets. Les directeurs d'hôpital qui sortent, ils commencent à être formés sur le sujet. C'est récent, hein, parce que jusqu'à peu de temps, ils n'avaient aucune formation. Mais bon, ils commencent un petit peu. Et donc, on espère voilà, que dans les années qui viennent, ça sera vraiment une thématique de la gouvernance hospitalière, quoi. Une question et peut-être encore deux thématiques. Une question, c'est est-ce que vous avez entendu parler, Guillaume Fortin, est-ce que vous avez entendu parler de l'indice PBT, persistance, bioaccumulation, toxicité, qui me semble en cours de mise en place en Suède? Un tel outil semblerait-il pertinent pour choisir le médicament qui aura un impact moindre à efficacité équivalente? Ça. Alors, le PBT, oui, en fait, ça existe. C'est les Suédois qui ont mis ça en place. Pour le moment, il n'y a rien d'autre. Et par exemple, voilà, le Propofol, il avait un PBT de 9 sur 10. Donc, c'est un médicament je vous ai dit que c'est celui qu'on gâche le plus au bloc opératoire. Donc, il a aussi cet indice qui est très élevé. Les pharmaciens, ils sont super en retard parce que ils ont pris conscience de ces questions très récemment. Moi, je me souviens d'avoir participé à une conférence et il y avait le numéro 2 de Novartis, hein, pour ne pas le citer, et puis un autre type qui travaillait chez Capgemini. Donc Capgemini, c'est quand même un cabinet de conseil qui fait plein de trucs soi-disant dans l'environnement. Et ils sont arrivés à la conférence, ils avaient révisé la veille pour le jour même, c'était l'année dernière, et ils avaient découvert le rapport du Shift Project et les problématiques des médicaments et tout. Ils découvraient le sujet. Et moi, je leur avais d'ailleurs posé la question, il serait quand même temps que les pharmaciens, les agences, enfin les labos pharmaceutiques fassent eux-mêmes une grille un bilan carbone de ce qu'ils mettent sur le marché. Parce qu'après, entre deux médicaments, on peut aussi avoir ce critère et pouvoir choisir
non pas seulement en fonction de l'efficacité et du prix, mais aussi de l'impact environnemental. Et c'est vrai aussi pour les dispositifs médicaux. Mais on Pour en est revenir, très, très, très loin. on Et en est à loin part parce que… Vas-y, à part ce… non, à part ce PBT, pour le moment, il y a quelques publications sur l'impact environnemental de quelques médicaments. Il y a l'assistance publique, figurez-vous, qui a pris les 20 médicaments qu'elle consommait le plus et ils ont payé un cabinet pour faire l'impact environnemental de ces 20 médicaments. Donc, je vais recevoir le fichier, ils vont me l'envoyer parce que vous pouvez le Ça, demander c'est très intéressant. si vous les citez. Donc, vous pouvez le récupérer aussi. Mais sinon, c'est vraiment confidentiel, hein. Ça, c'est très intéressant. Mais en fait, on en est très loin parce que ne serait-ce que l'impact en dehors du patient qu'on a face à nous, d'un traitement que l'on prescrit, est très peu évalué, très peu pris en compte. Euh, je- Moi qui parle souvent des inhibiteurs de PARP, à chaque fois, je pèse le pour et le contre dans les différentes populations sur l'efficacité qu'on attend et sur l'impact que ça a, c'est-à-dire qu'on prescrit des médicaments. On nous dit que ça fait des anémies grade 3. On n'évalue pas qu'une anémie grade 3, c'est une transfusion. C'est donc des culots Mm. globulaires transfusés en France, des centaines de kilos consommés alors qu'on n'en a pas forcément assez. Donc déjà, l'impact sur le système de santé n'est pas forcément très bien évalué. Il y a quelques publications, mais pas beaucoup. Et alors l'impact derrière sur l'environnement, ça en est encore plus loin. Mais c'est une thématique qui va émerger qu'il faut aborder. Sur les deux thématiques qui sortaient, c'était sur les DASRI. Le problème avec les… Alors, concernant les DASRI, on a peu de formation. On est bien au-delà des 15%, mais difficile de faire où se situe la limite entre déchets souillés et DASRI. Et quelqu'un d'autre qui signalait, Fabienne, qui signalait les problèmes des DASRI, c'est que chaque établissement a ses propres consignes de tri selon alors ce que devrait… consigne de tri, alors que ça devrait être national. Les sacs d'ASRI devraient être utilisés en fonction du patient et pas du déchet. Patient affecté égale déchet d'ASRI, patient standard, DAOM. Qu'est-ce que tu en penses sur les DASRI? Alors, petit aparté aussi, moi qui suis hôpital et recherche, alors peut-être qu'hôpital, j'entends moins les signaux, mais recherche, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait bien sélectionner ceux qui passaient sur les poubelles jaunes, les poubelles noires, parce que les poubelles jaunes, ça coûte très cher. Et donc, vous mettez vraiment le strict minimum, exactement ce qu'il faut, avec des exercices. Qu'est-ce qui doit aller en poubelle jaune, qu'est-ce qui doit aller en poubelle noire? On est surveillé. En fait, tant mieux, tant mieux. Et ça coûte plus cher et ça pollue plus. C'est vrai qu'on Non, m'avait dit à l'époque que c'était l'argent, c'était pas que… Mais vas-y. non, mais les dasseries, on pourrait faire un séminaire entier sur les dasseries. Et malheureusement, c'est un sujet aussi. Voilà, je vous avoue que normalement, il y a des règles, hein, il y a des réglementations qui sont bien faites, des décrets qui sont bien faits, mais après, on a un peu brodé avec des guides d'application qui sont allés un peu au-delà de ce qui était dans les décrets, un peu poussés probablement par les prestataires, hein, parce qu'ils n'ont quand même pas envie qu'on leur supprime trop vite leur manne. Mais je pense que c'est un problème qui va se régler au fur et à mesure parce que, à vrai dire, actuellement, les gens qui traitent les dasseries sont saturés de dasseries, hein. Après le Covid, etc., ils ne savaient même plus quoi en faire. Donc, il y a une espèce de… Voilà, il va falloir se raisonner et puis faire mieux parce que même les industriels, ils ne pourront pas suivre, quoi. Non, il y a des règles nationales, mais en fait, il y a des ARS qui sont plus ou moins tolérants sur le thème des dasseries. Et c'est ça le problème, c'est que quand vous êtes à Marseille et quand vous êtes à Paris, c'est pas la même ARS et donc ils n'appliquent pas les choses de la même façon. Et puis après, il y a aussi une question d'éducation, etc. Mais enfin, en tout cas, c'est un sujet dont pas mal d'établissements se sont saisis, y compris le nôtre, hein. On est en train de travailler dessus avec voilà, le groupe qui est issu de la commission RSE, l'ingénieur environnemental, la qualité, tout ça. Donc, ouais, j'espère que ça va aboutir quand même, parce que c'est pas très compliqué en réalité, mais bon. En fait, le déchet, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est que ça prend beaucoup de temps, mais l'impact n'est pas si important que ça. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, concentrez-vous peut-être sur un autre sujet, parce que en plus, c'est un sujet sur lequel il y a des réglementations, c'est pas très clair, comme quelqu'un l'a fait remarquer, hein. Ils sont en train de rediscuter à la DGOS, mais il y a les prestataires qui veulent pas perdre de l'argent, qui viennent dans les réunions. Enfin, il paraît que c'est un bazar pas possible. Donc, ça va évoluer, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais il y a d'autres sujets que vous pouvez
voilà, prendre en main. Et puis, si c'est déjà fait comme chez Manuel, tant mieux. Hein. Si vous avez déjà réfléchi, que c'est déjà bien, il faut au moins appliquer ce que les gens ont mis en place, quoi. Ça c'est au labo. Dans les labos, il y a quand même des réglementations particulières Ouais. là-dessus. Et une remarque qui était intéressante aussi, c'était que pensez-vous des nombreux moyens mis en œuvre par l'UNIA et les hôpitaux publics pour équiper les services d'ANAPAT à la pathologie numérique sans aucun bilan d'empreinte carbone associé? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Bah, j'ai une des étudiantes de mon DU qui est pathologiste, elle m'a posé la même question. Eh oui, c'est une vraie bonne question. Et ça lui a ouvert les yeux, quoi. Elle Ouais, nous a dit, mais en fait, nous, on est en train de numériser toutes nos lames et à aucun moment dans le projet, ouais, quelqu'un n'a dit, ouais, attention, c'est quoi l'impact numérique de ça? ouais, Ça va être quoi le stockage de toutes ces ouais. données? Ça va être quoi les ordinateurs? Ça va être quoi le bilan carbone du numérique et tout ça? À aucun moment, et c'est vrai de tous les projets d'intelligence artificielle et tout ça, de big data et tout ça, à aucun moment dans ces projets, on dit attention, mais est-ce que quelqu'un a réfléchi à cet aspect-là? Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein, parce que, par exemple, il y a tout un débat sur j'en ai pas parlé, mais la téléconsultation, c'est vraiment un sujet, moi, que je trouve passionnant, parce que franchement, s'il y a un sujet qui va baisser le bilan carbone des hôpitaux, c'est ça. Je veux dire, combien de fois vous voyez des patients, vous regardez que le scanner, et vous le faites venir, vous lui faites faire 200 km, prendre une journée de congé maladie, utiliser sa voiture et tout ça, pour, en fait, vous pourriez le faire en téléconsultation. Alors, pas toutes les consultations, mais ça, c'est vraiment un truc qui va améliorer la prise en charge des patients et puis fluidifier les choses. Et puis, même si derrière, il faut mettre des serveurs, des ordinateurs, des caméras et tout ce que vous voulez. Mais c'est évident que quand on met en balance, et ça, il y a des études qui l'ont montré, hein, quand on met en balance le transport, en plus en voiture, même en diesel, allons-y, disons le gros mot, et ben là, vous avez gagné à tous les coups, quoi. Mais c'est un sujet parce que, par exemple, à Curie, où moi, je voudrais vraiment mettre ça en place, ça fait même plusieurs années que j'essaye. Bon, maintenant, grâce au Covid, on a un peu avancé, mais on a un logiciel qui n'est pas un logiciel pour faire de la téléconsultation, donc ça ne marche pas. Et quand vous mettez un truc qui ne marche pas, personne ne veut le faire, et voilà. Et puis, donc c'est vraiment dommage parce que nous, on a une spécialité qui s'y prête vraiment. On pourrait faire 90% de nos consultations en téléconsultation. Et ben, pour le moment, c'est pas possible. C'est un vrai sujet. Moi, la téléconsultation, je la pratique depuis très longtemps, et sauf que plus maintenant, on n'est plus remboursé quand c'est par téléphone. Donc, il Ah ouais. faudrait Non, il faut forcément faire par passer par le caméra, ouais. logiciel, et c'est tellement compliqué qu'en fait, finalement, ça se termine par téléphone, et tant pis, on n'est pas remboursé, on perd de Ouais, mais l'argent. manuel, c'est compliqué parce que notre logiciel est merdique, mais il y a des gens qui le Oui, font avec des logiciels faits pour ça et ça marche très bien. Donc, si on est oui, plusieurs médecins et qu'on veut oui. ça, il faut qu'on monte à la direction, leur dire on veut un logiciel de téléconsultation qui marche et qui ne prenne pas 50 heures aux assistantes médicales pour envoyer les Ah documents et oui, tout c'est ça. infernal. Il faut aussi voilà, expliquer nos besoins et Allez, une dernière question, et après, on va libérer les gens parce faut les préparer le dîner. Y a-t-il des études qui, selon les âges, les pathologies, les traitements, donneraient le nombre de mois ou d'années gagnés par rapport au kilo de CO2 consenti? Et quelqu'un d'autre qui dit, répondant à ça, à mon sens, c'est la prévention qui pourrait à la fois améliorer santé, espérance de vie, baisser le bilan carbone. Alors ça, oui, ça, c'est la prévention largement, complètement. oui, il y a dans les études, là, vous regarderez toutes les références, je vais vous les envoyer, mais et c'est une façon de mesurer d'ailleurs l'impact environnemental. Ça s'appelle DALI, Day of Life Oui, sauvé par année Y, DALI. Et puis, je vous ai montré aussi l'étude là, où ils ont calculé le nombre d'années sauvées par patient. Donc oui, il y a une espèce de correspondance pour la pollution, pour l'empreinte CO2, etc., qui permet de mesurer en journée, par an ou en année, etc., l'efficacité de telle ou telle mesure. Et puis, c'était quoi l'autre question? Je ne me souviens plus. c'était une réaction à ça. Ah, C'était ouais. pour le débat. Euh, la question qu'il y avait sur est-ce que vous pourrez partager votre travail, donc ça, tu l'as dit, tu vas transmettre le PDF et Sophie vous enverra à tous ceux qui sont inscrits le PDF par mail, c'est ça, Alors, Sophie? sur le fibroscope aussi, je peux vous l'envoyer. Enfin, il est en train de sortir, il va sortir dans British Journal of Anesthesia d'ici pas longtemps. On l'a publié là. À suivre. Et Sophie, ce sera
Le lien du replay plus le PowerPoint compressé. D'accord, pas de problème. Et, Voilà. et peut-être une dernière pub, si tu veux, Jeanne, sur ton DU. Ouais. Est-ce que tu t'adresses qu'aux Oui. médecins et aux soignants et est-ce qu'il y a des analyses de terrain pour Alors faire... non, il ne s'adresse pas qu'aux médecins aux soignants. On a des directeurs d'hôpitaux, on a voilà, des gens un peu des services techniques de l'hôpital, etc. Bon, c'est dans le milieu médical et paramédical, mais non, c'est assez large. On a des dentistes, on a des kinés, des sages-femmes, des infirmières, vraiment toutes sortes de métiers, mais aussi, voilà, aussi au-dessus, quoi, enfin au-dessus ou en dessous, enfin tous les métiers. Après, c'est plus, voilà, c'est plus santé, quoi. Pour donner Et une autre... puis, forme-t-il à la réalisation des analyses de terrain pour faire le scope d'un service? Bah, oui et non. Enfin, bah, oui, après, il y a par exemple, on a un mémoire à faire, il y a des gens qui font leur mémoire là-dessus, mais le scope d'un service, c'est quand même un travail d'ingénieur environnemental, hein, donc c'est pas très très facile à faire. Mais après, quand on fait ce genre de travail, il y a toute une partie où il faut indiquer tous les entrants, par exemple les dispositifs qu'on va utiliser pour faire tel ou tel soin, le nombre de seringues, le nombre de médicaments, le nombre je sais pas, de champs. Donc il y a toute une série de listes à faire. Et ça, c'est la partie, je pense, qui nous reviendra, quoi, quand on fera des cycles de vie pour nos activités médicales. Il faudra qu'à un moment donné, on se pose et qu'on dise, bah voilà, dans ce cas, j'ai besoin de tout ça, dans ce cas, j'ai besoin de tout ça. Et puis, c'est l'ingénieur qui fera les calculs, quoi. Merci beaucoup, Jeanne. On Ben, va je vous vous en prie. libérer. N'hésitez pas à réagir et si jamais vous voulez recontacter Oui, Jeanne, je vous peux pouvez mettre Oui, passer le par... n'hésitez début. pas. Il y a mon adresse là sur le topo. Oui, N'hésitez pas. et Ouais. si vous ne l'avez pas, vous pouvez passer par Sophie Charvet. Donc, c'est Sophie qui est derrière l'adresse mail info@sfc. Vous avez l'adresse mail des invitations d'aujourd'hui. Sophie, est-ce que tu avais un mot? Est-ce qu'on peut rappeler que le 27 mars, ce sera le prochain webinaire, cette fois-ci sur la place du curage axillaire dans les cancers du sein, par Par Jean-Marc Latte, Jean-Marc Latte. qui est professeur de chirurgie à Nantes. Et tu as une autre remarque? Non, non, bah c'est bon. Dans quelques jours, ça sera disponible en ligne sur YouTube, sur notre chaîne SFC. Oui. Voilà. Bah, merci à tous et merci encore une fois, Jeanne. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Et Jeanne, je peux mettre en ligne aussi sur le DU sur notre site. On le fera. Elle n'entend pas, mais on le fera. Oui. Voilà. Merci. Bon, bonne soirée à tout le monde.